Débutons cette exploration du jour avec une question qui divise souvent les passionnés. Ah oui, la fameuse question d'après-match. Voilà. Que reste-t-il d'un match une fois que l'arbitre a sifflé la fin émeu? Sur le papier, c'est le résultat brut. C'est ça. Une victoire, un nul ou une défaite. Mais notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de plonger dans les données mathématiques. On va essayer de démontrer à quel point ces chiffres qui paraissent un peu froids, en fait, ils racontent une histoire humaine et tactique qui est vertigineuse. Complètement. Bien au-delà du simple tableau d'affichage. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et c'est là toute la beauté de l'analyse moderne, en fait. On a souvent tendance à subir la tyrannie de tableau d'affichage. Un score binaire, ça réduit des dizaines de séquences tactiques, des efforts physiques, des choix psychologiques à un simple verdict. Un verdict très réducteur. Exactement. Mais quand on décide de décortiquer les statistiques individuelles, on se rend vite compte que le terrain, c'est un écosystème hyper complexe. Une défaite collective peut parfaitement dissimuler une performance individuelle exceptionnelle. Et c'est exactement le cœur de notre analyse détaillée aujourd'hui. La source sur laquelle nous nous appuyons pour cette émission, c'est un rapport statistique très spécifique. Il a été publié par Cenepost. Sous la plume de leur correspondant à Dakar. Oui, Monsieur Sall. Et le cadre est posé dès le départ. C'est un affrontement en championnat anglais entre Everton et Manchester United. Le verdict est implacable. Une défaite 1-0 pour Everton. Une défaite cruelle qui plus est, parce que c'est une équipe qui ne trouve pas la faille et qui s'incline par la plus petite des marges. La réaction classique de n'importe quel observateur, ce serait de classer ce match dans la catégorie des échecs offensifs collectifs. On ferme le dossier. On ferme le dossier et on passe à la journée suivante de championnat. Sauf que l'angle de cette exploration nous pousse à faire tout l'inverse. Ce rapport, il ne s'intéresse absolument pas au naufrage global d'Everton, il isole un seul homme. L'international sénégalais Iliman Ndiaye. Voilà. Le but, c'est de comprendre comment il a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce marasme total. Et c'est ce qui rend la démarche fascinante pour notre auditoire. Comment on fait pour lire une feuille de match et y déceler une masterclass individuelle au milieu d'une déroute collective? C'est un véritable exercice de décryptage. Les données qui ressortent de ce document ne sont pas là pour dédouaner l'équipe. Elles sont là pour isoler une variable précise, Ndiaye. Il faut vraiment les prendre comme une loupe. Ouais, il faut appréhender ces chiffres comme une radiographie de son influence sur le terrain, seconde après seconde. Et ça, face à une opposition de très haut niveau. Bon, décortiquons tout ça. Il y a une ligne de ce rapport qui pose d'emblée les décors tactiques. C'est tout bête, mais c'est la mention min.90. 90 minutes. 90 minutes. Iliman Ndiaye a disputé l'intégralité de la rencontre. Mais dans le contexte d'une équipe menée à 1-0, est-ce que ça traduit pas simplement un manque cruel d'options sur le banc pour son entraîneur Galtier? Alors, c'est une hypothèse, mais si on regarde la dynamique d'un match de ce niveau, laisser un joueur offensif sur la pelouse jusqu'au bout, quand on perd, c'est un message tactique extrêmement fort. Tu veux dire que c'est pas un choix par défaut? Non, la norme absolue quand on court après le score, c'est d'apporter du sang neuf. On modifie la structure, on va sacrifier un milieu créatif ou un ailier pour tenter un électrochoc. On fait rentrer un attaquant de pointe en plus, ce genre de choses. Voilà. Le fait que Ndiaye reste sur le terrain du début à la fin, ça signifie que le staff technique le considère comme l'unique catalyseur capable de renverser la situation. On lui confie littéralement les clés du camion. Même s'il roule vers le précipice. Même s'il roule vers le précipice, c'est lui qui conduit. Et cette confiance aveugle, elle semble validée par l'algorithme d'évaluation. Le rapport lui attribue une note de 7.2. C'est très haut. Mais attendez, soyons critiques une seconde. Un 7.2 pour un joueur offensif dans une équipe qui ne marque pas un seul but et qui perd le match à la maison, ces algorithmes, est-ce qu'ils ne montrent pas un peu leurs limites ici? Ça paraît complètement contre-intuitif pour les puristes. Je comprends le scepticisme. On a l'habitude de lier la note à la production directe. Un but ou une passe décisive, boum, ça fait grimper la moyenne. C'est la récompense visible. Exactement. Obtenir un 7.2 dans une équipe muette et vaincue, c'est une véritable anomalie statistique. Les algorithmes y partent d'une base neutre et ils pénalisent très lourdement les joueurs de l'équipe perdante. Donc le point de départ est déjà négatif. C'est ça. Donc, pour atteindre un tel score sans avoir gonflé ses statistiques de but, Ndiaye a dû réaliser un volume d'actions positives invisible au tableau d'affichage. Mais ces actions, elles sont survalorisées par la machine en termes de progression et de conservation du ballon. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le rapport détaille la nature de ces fameuses actions positives. Et la donnée qui saute aux yeux en premier, c'est son taux de réussite dans l'exercice du dribble. Ah, ce chiffre est fou! 8 dribbles réussis sur 9 tentés. 89% de réussite face à Manchester United.
C'est un volume énorme pour un seul match, non? C'est colossal. Et ça répond directement à l'interrogation sur la note de 7.2. Le dribble, c'est l'une des actions les plus complexes et surtout les plus risquées du football. C'est qui tout double? Exactement. C'est la création volontaire d'un déséquilibre. Réussir 8 fois à éliminer son adversaire direct, ça signifie qu'Ndiaye a constamment brisé la première ligne de pression mancunienne. Il n'a pas refusé le jeu. Jamais. Il n'a pas joué la sécurité en faisant des petites passes en retrait. Il a pris la responsabilité de porter le ballon et d'effacer son vis-à-vis à 8 reprises. Mais là encore, on pourrait se faire l'avocat du diable pour ceux qui nous écoutent. Un joueur qui dribble tant dans une équipe qui perd, est-ce que c'est pas le signe d'un soliste qui en fait trop? Quelqu'un qui garde le ballon pour lui au lieu de fluidifier le jeu collectif? L'argument s'entendrait. Vraiment, il s'entendrait si la statistique de dribble était totalement isolée. Mais si l'on la croise avec une autre donnée du document, celle des duels au sol remportés, l'histoire change du tout au tout. Il affiche 10 duels gagnés sur 13 disputés. C'est ça. 77% de réussite dans le combat rapproché. Cela nous indique que ces dribbles, c'est pas des fioritures esthétiques qu'il fait loin de l'adversaire. Des passements de jambes dans le vide. Voilà. Ce sont des affrontements physiques, il est allé au charbon. Donc on parle d'un joueur qui absorbe littéralement la pression. Il ne fuit pas le contact, il le recherche presque pour créer des espaces. D'ailleurs, il y a une faute subie mentionnée dans le rapport, ça vient valider cette idée. Il y a des moments où la seule façon de l'arrêter, c'est de faire faute. Exactement. Et ces chiffres peignent le portrait d'un profil très particulier. Face à une équipe de Manchester qui cherche à bloquer les circuits de passe, Ndiaye devient la soupape de sécurité. L'oxygène de l'équipe. C'est le terme. Ses coéquipiers lui donnent le ballon sous pression. Et sa capacité à remporter 10 duels au sol prouve qu'il parvient à conserver la possession là où d'autres la perdraient instantanément. Ce n'est pas de l'égoïsme de garder la balle. C'est de la survie. C'est de la résistance structurelle. Il tient l'équipe à bout de bras par sa capacité à ne pas perdre le ballon dans le combat. Ce qui est fascinant, c'est que cette omniprésence au sol, elle contraste violemment avec ce qu'il ne fait pas. Parce que le rapport est très clair sur ses manques aussi. 0 duel aérien remporté sur un tenté et 0 tacle réussi sur un tenté. Ça définit un rôle extrêmement précis. Le contraste est total et ça vient confirmer son identité tactique. Ces zéros, il ne faut pas les voir comme des échecs. Ce sont des indicateurs de positionnement. Son influence est entièrement terrienne. Il est ancré au sol. Il évolue avec le centre de gravité très bas, concentré sur la création et l'esquive. Il n'est ni le profil athlétique censé dévier des longs ballons de la tête, Ni le milieu destructeur chargé de tacler pour ratisser tous les ballons qui traînent. absolument pas. C'est l'architecte qui manœuvre dans les petits espaces, balle au pied. Et c'est un architecte qui est très sollicité. 55 touches de balle sur l'ensemble du match. Pour un joueur offensif dans une équipe qui est globalement dominée au tableau d'affichage, c'est un volume qui montre à quel point il était le point névralgique d'Everton. Il était le canalisateur du jeu. 55 touches, cela confirme que la consigne, consciemment ou non de la part de l'équipe, c'était de passer par lui. Dès qu'Everton récupérait le ballon, il fallait trouver Ndiaye pour amorcer quelque chose. Il assumait le rôle de phare dans une dynamique collective qui était visiblement très compliquée. C'est ici qu'on entre dans la statistique la plus déroutante du rapport, à mon sens. On a vu qu'il portait le ballon, qu'il driblait. Ses passes globales sont très propres. 28 passes réussies sur 33. 85%. 85%, c'est très bien. Mais la donnée spécifique sur la zone de ces passes, elle est hallucinante. Ce qui est fascinant ici, c'est effectivement cette ligne en particulier. 16 passes réussies sur 16 tentées dans le dernier tiers du terrain. 16 sur 16. 100% de réussite. C'est une perfection clinique qui pose une immense question tactique. Et il faut vraiment insister sur ce point pour notre auditoire. Réaliser un 100% de passes dans sa propre moitié de terrain, bon, c'est une chose. Les défenseurs le font souvent. Oui, avec de l'espace. Avec de l'espace. Mais le faire dans ce fameux dernier tiers, là où la densité défensive est totalement asphyxiante, là où le temps de décision se compte en millisecondes, c'est hors norme. Comment on explique qu'un joueur puisse trouver ses partenaires à 16 reprises, sans aucun déchet, dans la zone la plus embouteillée du terrain, tout en ayant dribblé 8 adversaires par ailleurs? La combinaison de ces facteurs suggère une lucidité technique extraordinaire de sa part. Tactiquement, cela signifie qu'il a tiré la pression sur lui via ses fameux dribbles et ses duels, ce qui forçait la structure de Manchester United à se resserrer autour de lui. Il aspire les défenseurs. Il les aspire. Et au moment où les espaces s'ouvraient pour ses coéquipiers, sa prise d'information était parfaite, ça lui permettait de délivrer la passe exacte au bon moment, 16 fois de suite.
Il déjouait complètement le chaos ambiant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce qu'on a l'image d'un chef d'orchestre qui joue une partition parfaite au milieu d'une tempête. Il gagne ses duels, il casse les lignes, il trouve toujours la passe juste dans la zone critique. Et pourtant, la dure réalité du terrain nous rattrape. Everton perd 0-1. Rien ne se concrétise à la fin. C'est tout le paradoxe de cette performance. Et le rapport nous donne la clé de ce mystère avec une autre donnée. Malgré cette perfection dans l'approche du but adverse, on lit, je cite, « touche dans la surface adverse ». Une seule. Une seule. Et par-dessus le marché, 0 centre réussi sur un seul tenté. C'est un contraste d'une brutalité folle par rapport à ses passes. C'est même incompréhensible. Il amène systématiquement le ballon devant la surface avec une précision chirurgicale, comme on vient de le voir, mais il ne rentre jamais à l'intérieur. Comment on peut expliquer un tel décalage? C'est la définition même d'une domination stérile. Mais pas de son fait à lui. Tactiquement, ce décalage géométrique nous raconte que Ndiaye a fait tout le travail de création jusqu'aux abords de la surface, sur le paillasson de la zone de vérité, si on veut. Il frappe à la porte, mais il ne rentre pas. Voilà. Mais l'entonnoir défensif de Manchester United, ou bien le manque de mouvement de ses propres attaquants, a rendu la pénétration impossible. Il a réussi 16 passes dans le dernier tiers, oui, mais probablement des passes qui recyclaient la possession latéralement. Des passes autour de la surface. Face à un bloc équipe verrouillé, parce qu'aucun appel tranchant ne lui permettait de glisser le ballon dans la surface de réparation. Donc, en gros, il fait tout le travail préparatoire, il construit des fondations solides, mais il se retrouve face à un mur. Il a posé le ballon dans la zone chaude avec 100% de réussite, mais personne n'a pu transformer cette matière première en occasion franche de but. C'est l'illustration parfaite de l'isolement d'un créateur sur un terrain. Sa performance individuelle est exceptionnelle dans l'orchestration, c'est indéniable. Mais le football reste dépendant de la finition collective. Il a excellé dans tout ce qui précède la frappe au but. Mais la dernière pièce du puzzle, celle qui nécessite l'appel d'un partenaire et la finition, elle a dramatiquement manqué à Everton ce jour-là. C'est passionnant de voir comment ces chiffres racontent cette frustration tactique de manière aussi précise. Et l'autre aspect majeur de ce document, il ne faut pas l'oublier, c'est sa provenance. Il ne faut pas oublier d'où on lit ces statistiques. Le contexte du média. Exactement. Ce n'est pas un rapport officiel de la Ligue anglaise. C'est un texte du média Sénépost, rédigé par leur correspondant Sall, basé à Dakar. Et d'ailleurs, l'usage des emojis dans le texte original, le drapeau sénégalais et la tête de lion, ça oriente totalement la lecture de ces chiffres. Si on relie cela à la situation globale de la presse sportive, la perspective est effectivement cruciale. Une statistique n'est jamais vraiment neutre selon la façon dont on l'encadre et on la présente. Elle a toujours une couleur locale. C'est ça. Ici, pour un média sénégalais, le prisme de lecture n'est pas le classement d'Everton en championnat. Le prisme, c'est la performance d'un représentant national sur une des scènes les plus exigeantes au monde. C'est l'idée du lion qui a tiré son épingle du jeu. L'utilisation même de cette expression par le journaliste montre bien l'objectif. Extraire la fierté individuelle du naufrage collectif du club. C'est un mécanisme journalistique et culturel très puissant. Les statistiques de Ndiaye, elles deviennent un bouclier contre la défaite. Everton a peut-être perdu, d'accord, mais le bulletin de notes de l'ambassadeur sénégalais est impeccable. Les 8 dribbles, c'est une preuve. Les 8 dribbles et le 100% de passes réussies sont brandis comme des preuves irréfutables de son niveau de performance. On raconte l'histoire d'un technicien infaillible, d'un gladiateur qui a tenu son rang pendant que le reste de l'édifice s'effondrait autour de lui. Mais on pourrait se demander, en voyant ça, est-ce que ce récit médiatique, très centré sur l'individu, ne masque pas une réalité plus dure du sport? À la fin de la journée, le football est un sport collectif. Célébrer à ce point une performance individuelle isolée, est-ce que c'est pas un peu un lot de consolation? Il y a de ça, indéniablement. Mais pour les observateurs à Dakar, suivre l'évolution de leurs joueurs expatriés est un enjeu majeur pour l'équilibre de l'équipe nationale. Ah, en vue des compétitions internationales. Bien sûr. Savoir que Ndiaye est capable de résister physiquement et techniquement à l'intensité de Manchester United, c'est une information précieuse pour eux, indépendamment du sort de son club. Les données sont utilisées ici pour valider un statut international. Résumons un peu cette plongée analytique, parce qu'on a couvert beaucoup de terrain. Nous sommes partis d'une simple ligne de résultats. Une défaite à domicile d'Everton face à Manchester United, 0-1.
Et en grattant sous la surface, grâce à ce rapport de CNeS Post, nous avons découvert le compas d'un joueur hors norme. Un combat de tous les instants. Un taux de réussite de 89% en dribble, une résistance féroce avec 10 duels au sol gagnés, et surtout cette anomalie géométrique incroyable de 16 passes réussies sur 16 dans le dernier tiers, tout en ne touchant qu'un seul malheureux ballon dans la surface. Le tout couronné par une note de 7.2 qui valide son rôle de phare dans la tempête. C'est la démonstration éclatante que l'analyse des données permet de réhabiliter des performances que le score tente d'effacer. L'histoire du match, ce n'est pas seulement qui a marqué, c'est aussi qui a lutté, qui a orchestré et qui a porté son équipe, même en vain. C'est ce qui rend l'analyse statistique si riche pour ceux qui nous écoutent. Elle offre vraiment une multitude de lectures possibles pour un seul et même événement. Absolument. D'ailleurs, cette analyse minutieuse, elle soulève une question importante, un enjeu vraiment profond pour l'avenir de ce sport. Lequel ? Si des algorithmes sont désormais capables d'attribuer une excellente note de 7.2 à un joueur qui ne marque pas, qui ne fait pas de passe décisive et dont l'équipe perd, ne risque-t-on pas de voir apparaître une nouvelle génération de joueurs qui vont optimiser leur jeu purement pour les statistiques ? C'est-à-dire des joueurs qui joueraient pour l'algorithme plutôt que pour le tableau d'affichage. Précisément. Réfléchissons-y. Si un joueur sait qu'un 100% de passes réussies aux abords de la surface lui garantit une évaluation flatteuse dans les rapports d'après-match, va-t-il encore prendre le risque de tenter cette passe extrêmement compliquée, celle qui a de grandes chances d'être interceptée, mais qui pourrait créer une véritable occasion de but ? La passe qui casse vraiment les lignes, mais qui a un taux d'échec énorme. Voilà. Va-t-il sacrifier sa propre perfection statistique, ce fameux 16 sur 16, pour tenter de forcer le verrou de manière plus chaotique, mais potentiellement plus efficace pour l'équipe ? C'est une réflexion fascinante. Est-ce que la valorisation de la donnée individuelle propre ne risque pas à terme d'aseptiser la prise de risque nécessaire pour gagner des matchs ? Quelle perspective vertigineuse sur l'évolution du jeu. Il est toujours facile